C'est profondément humain d'avoir envie d'être le centre de l'attention. On a besoin de personnes bienveillantes qui osent nous dire et de nous oser leur demander qu'est-ce qu'ils voient de nous. Mais ça n'empêche pas qu'on a des yeux montés sur rotule puisqu'on travaille dans l'image. Tout conseiller et conseillère en image qui travaille avec des hommes doit savoir mettre cet élément en avant, c'est-à-dire une grande efficacité pour s'habiller le matin. C'est d'avoir l'humilité dans son cheminement personnel de travailler sur toutes les sphères. Comment faire pour que les gens se retournent sur soi dans la rue? Quelles peuvent être les œillères qu'ont les professionnels du conseil en image et du relooking en général? Et enfin, quelle est l'attitude des hommes par rapport à leur image? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir d'accueillir un invité de choix qui n'est autre que Romain Clamaron. Romain qui est un leader lui-même, mais qui coach aussi les leaders et qui organise des événements. Je vais lui céder la parole pour qu'il se présente et ensemble, en tant que deux coachs en image expérimentés qui se rencontrent, nous allons partager nos points de vue, nos observations. On va peut-être pousser des coups de gueule, Romain, ou pas, on verra. Mais en tout cas, apporter notre éclairage sur ce sujet qui nous réunit et qui nous passionne. Donc, Romain, je te cède la parole. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je fais ça très rapidement. Alors, moi, ça fait 7 ans que j'ai la joie de coacher des leaders. J'ai commencé par l'image, quasiment uniquement, pour après m'étoffer jusqu'au leadership et au business, qui sont des sphères qui m'intéressent énormément et sur lesquelles j'ai pu apporter beaucoup de valeur. Donc aujourd'hui, voilà, je fais des accompagnements à 360 degrés pour les personnes qui sont en cheminement de leadership. Et j'organise depuis 3 ans des beaux événements de rencontres pour entrepreneurs qui mélangent une vraie retraite spirituelle, parce que avant l'entrepreneuriat, j'étais dans la spiritualité, l'enseignement de la méditation, de la gestion du stress. Ça fait une 12aine d'années que je suis dans ce milieu-là. Donc une vraie retraite spirituelle et un mastermind business avec des intervenants de très haut niveau qui viennent. Et donc j'en suis assez fier parce que c'est un espace assez intimiste et où on se sent sur un pied d'égalité, malgré le fait qu'il y a des entrepreneurs d'assez débutants à des gens qui ont dépassé plusieurs millions de chiffres d'affaires. Et donc ces milieux-là se rencontrent avec aussi la thématique bien-être et dépasser le stress entrepreneurial. Donc voilà un petit peu mes différentes zones, mais aujourd'hui on va parler peut-être un petit peu plus de l'aspect image et qu'est-ce que l'on voit de soi. Ouais. En tout cas, Romain, je veux dire, tu fais jeune et on a l'impression que tu as déjà plein de vie derrière toi, donc c'est top, ça va être un interview riche. Alors, donc Romain, première question qu'on a voulu soulever, c'est qu'est-ce qui fait qu'on se retourne sur quelqu'un dans la rue ou pas? Et j'aimerais quand même mettre un disclaimer sur la question, parce que je pense que tu es d'accord avec moi, tout le monde n'a pas envie que les gens se retournent sur une personne nécessairement. Néanmoins, on pourrait débattre même de ce sujet-là, pourquoi on a envie et pourquoi on n'a pas envie. Peut-être qu'on peut commencer par ça, soyons dans la spontanéité. À ton avis, quelle est la raison qui fait que certaines personnes aiment avoir la lumière sur eux et d'autres, ça les intéresse pas du tout, c'est pas du tout leur objectif de vie, à ton sens? Tout simplement parce que c'est vrai que dans les spectres des personnalités présentes sur la planète, on a deux grands spectres, le spectre plus introverti et plus extraverti, en sachant qu'il y a des personnalités qui sont entre les deux. Dès qu'on a deux grandes catégories, on a forcément des entre-deux. Moi, je m'y retrouve, je suis vraiment entre les deux. Il y a des moments où je suis très à l'aise socialement, il y a des moments où j'ai besoin d'être dans ma grotte. Voilà. Donc, je pense que quand on a une partie d'extraverti en soi, on aime bien être le centre de l'attention. C'est quelque chose qui nous fait du bien. Et quand on est plus introverti, eh bien, on a plutôt besoin que les regards des autres soient ailleurs que sur nous. et ça, c'est pas une règle absolue, mais en tout cas, ça donne déjà un indice. Oui. Est-ce que tu penses pas qu'aussi peut y avoir, au-delà de l'élément introverti, extraverti, est-ce que tu penses pas qu'il peut aussi y avoir un élément de
besoin de reconnaissance, de Bien sûr, validation, tu bien vois. sûr, bien sûr. Regardez-moi, j'existe, Oui, je suis là. ouais. Voilà, et peut-être, oui, j'allais dire peut-être plus présent chez les femmes, mais peut-être pas nécessairement, puisque chez la femme, quand même, il y a un besoin de séduction, hein. Enfin, je veux dire, la séduction est plus rattachée à la féminité qu'à Ouais. la masculinité. Bien sûr, ce sont des schémas. L'homme est plus dans le pouvoir, la femme dans la séduction. Mais je pense qu'il y a aussi un élément qui pourrait se rattacher à ça. Donc, maintenant, on va se mettre dans la tête des personnes qui ont envie d'attirer les regards. À ton avis, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui fait tourner les têtes et l'autre qui n'y arrive pas, quoi, hein, et qui reste dans le côté invisible? Oui. En fait, c'est de ça dont on parle. Là, tu rentres vraiment dans le vif du sujet. C'est cette souffrance d'avoir été invisible. Moi, c'est ce qui a motivé le fait de conseiller en image et de travailler mon propre style et ma propre image. C'est parce que, étant enfant, je sentais que j'avais beaucoup à offrir, j'avais envie de me manifester, mais j'avais extrêmement peur de le faire. Donc j'avais envie d'être le centre de l'attention, de faire rire, de stimuler les autres, de leur apporter des belles choses, mais j'en avais peur et c'était une grande difficulté pour moi. Et donc ça a créé une motivation très forte chez moi à pouvoir sortir de l'invisibilité et me rendre visible dans ma lumière. Et on a deux manières de le faire, ce mouvement. De manière purement égotique ou de manière à ce que ça transcende l'ego. Parce que la manière purement égotique, c'est je suis blessé et je réagis de manière plus ou moins violente à cette blessure en potentiellement essayant, par exemple, d'écraser les autres ou de prendre toute l'attention sur soi. Ou voilà. Je parle pas de ce mouvement-là ici. Je parle d'un mouvement qui a envie de se respecter soi-même, a envie de prendre soin de soi. Voilà. Et je pense que beaucoup de personnes qui ont besoin d'être au centre de l'attention, oui, en effet, ils ont vécu ce petit trauma de l'enfance, petit ou grand d'ailleurs, à avoir un besoin d'exister au travers du regard des autres. Et à la fois, c'est quelque chose à guérir en soi, à la fois, c'est aussi 100% humain. Et j'ai envie de dire, il faut aussi se lâcher la grappe avec ça, parce que c'est profondément humain d'avoir envie d'être le centre de l'attention. Qu'est-ce qui nous fascine le plus sur la planète? Qu'est-ce qu'on est prêt à débourser des 100 et des 1000 pour aller voir? Les stars. C'est clair. Les stars. Et pourquoi? Parce qu'ils dégagent quelque chose d'extrêmement puissant. On aimerait être à leur place. On aimerait être le centre de l'attention comme ça, des milliers, des millions, des milliards de personnes qui ont le spotlight sur eux. On aimerait avoir ça aussi. Alors, ma théorie spirituelle, et là, c'est vraiment, ça va un petit peu loin peut-être, mais vous prenez ou vous prenez pas selon vos propres croyances. Pour moi, la vie est magique. Pour moi, la vie est magique, profondément magique. Et si la vie est magique, eh ben, on est magique aussi. Et donc, on a besoin de raviver cette magie. Et donc, si tout est magique, si tout est parfait, eh bien, nous aussi. Et donc, peut-être qu'on est en recherche de cette perfection et de cette magie, comme si on l'avait perdue. Oui. Mais en fait, c'est une illusion, elle n'est pas vraiment perdue. Je te rejoins, Romain. C'est super intéressant. Je ne connaissais pas ton pourquoi, on va dire comme ça, hein, le fait de vouloir te rendre visible. Et tu vois, bien qu'on exerce le même métier, moi, je ne suis pas dans cette douleur-là. Oui. Moi, ma douleur, enfin, ma souffrance, c'était la honte. En fait, c'était plutôt un sentiment de honte, de me sentir inférieure et de manquer de cette chose que je percevais chez les autres et que j'avais l'impression de ne pas avoir. Et donc, d'être un peu dans un camp exclu, de me dire, mais comment j'atteins ce cercle des personnes qui savent s'habiller, qui rayonnent. Et qui font que les gens se retournent dans la rue, parce que j'en reviens à ta question initiale. Et c'était ça qu'on se disait. Et ben, en fait, ce qui fait que des gens vont se retourner dans la rue, c'est que je pense qu'on a atteint un certain niveau d'estime de soi déjà, donc de lien avec soi, de respect de soi, et de prendre soin de soi, où on a trouvé ce que j'appellerais, moi, un magnétisme. J'aime beaucoup ce mot de magnétisme.
une force en soi qui se voit à l'extérieur de soi et qui est, là c'est un peu technique parce que c'est à la fois dans les vêtements en effet, donc dans ce qui est visible, mais le fait est qu'il y a tout le monde porte des vêtements quasiment sur cette planète, mais tout le monde ne va pas enclencher waouh, c'est qui cette personne quoi. Oui. Tout le monde n'enclenche pas ça. Pourquoi? Parce que ça demande en effet un art assez poussé, une expression d'une des formes artistiques qui est la forme vestimentaire de l'art. Et il y a des personnes qui ont appris à maîtriser cette forme artistique, cette forme vestimentaire de l'expression artistique, avec un niveau d'harmonie qui fait que quand on croise ça, c'est comme une œuvre d'art. On se dit waouh, et on se retourne dans la rue. Et c'est pas juste les vêtements, comme je vous l'ai dit, c'est aussi une attitude intérieure. Parce que c'est l'énergie que l'on ressent également. Donc c'est l'énergie que l'on ressent, l'aura de cette personne, et son expression artistique, son expression au travers des vêtements, qui est impressionnante. Est-ce que tu me rejoins donc dans l'idée, Romain, que certes, le vêtement, c'est l'apparence, c'est ce qui est le plus visible, c'est la première impression, Ouais. mais néanmoins, si tu n'as pas fait ce travail intérieur d'alignement, de s'aimer, de s'accepter, d'être cohérent avec ses valeurs et tout ça, ça se casse la figure, quoi. Enfin, je veux dire, ce n'est pas pérenne. Oui. Ce n'est pas fait dans la joie, le bonheur, l'expression unique de soi. Moi, en tout cas, c'est ce qui me passionne dans le métier. Oui, il y a le côté esthétique, vestimentaire, mode, fashion, etc. Mais s'il n'y a pas le reste, en même temps, ça ne m'intéresse presque plus, je dirais, tu vois. C'est là-dessus qu'on se rejoint pas mal, toi et moi, en termes de valeurs. Oui. Parce que chez moi, c'est là-dessus que j'ai voulu aussi me distinguer quand je faisais plus le conseil en images. Je vais donner l'exemple de Gainsbourg, Serge Gainsbourg. Ça parlera peut-être à beaucoup de personnes. Serge Gainsbourg, il était à la une de pas mal de magazines. Il avait une expression stylistique bien à lui, qu'il maîtrisait, au-delà de son physique, qui n'était pas le physique le plus harmonieux du monde. En tout cas, lui-même, il se trouvait pas vraiment beau. Il avait des oreilles assez protubérantes, etc. Il avait des traits physiques qui n'étaient pas forcément faciles à porter pour lui. Mais du coup, il a rattrapé ça avec le style. Mais le fait est qu'il n'était pas du tout bien à l'intérieur de lui. Il buvait énormément, il fumait énormément, il était dans une dynamique d'autodestruction. Et il a créé ce que j'appellerais moi une aura plus sombre, on va dire. Mais qui est magnétique aussi. C'est-à-dire qu'il a attiré à lui, ça c'est sûr. Mais on sait très bien comment a fini sa vie, elle a mal fini. Et donc, j'ai envie de dire, il y a deux types d'aura qu'on peut déployer. Il y aurait une aura plus dans les ombres, magnétique certes, mais dans les ombres qui nous fait souffrir, et puis une qui est dans la lumière et qui nous permet de nous exprimer dans notre bien-être. Oui, merci Romain pour ce partage. On avait, quand on s'est rencontrés, puisqu'on n'a pas expliqué où on s'est rencontrés, mais on s'est rencontrés dans un mastermind amical, on va dire ça comme ça. On se promenait un jour sous la pluie, je me souviens, au bord presque un petit peu au bord des étangs de Hyères et tout ça. Oui. Et on a sur le ton de la plaisanterie, parce que tu es quelqu'un de très soigné, de très coquet, etc. Je le suis aussi, je le pense en tout cas. C'est un petit peu j'essaye d'être complètement cohérente entre ce que j'enseigne et ce que j'exprime visuellement. Et on s'est rendu compte, en fait, en tout cas, moi, j'ai assisté, j'ai croisé dans ma vie professionnelle, plus dans les pays francophones qu'anglophones, je dois dire, eh bien, des personnes qui donnaient des conseils vestimentaires dont c'était la vocation, et qui ne donnaient pas du tout envie. En tout cas, personnellement, ça n'aurait pas été des modèles de référence pour moi. Est-ce que tu partages est-ce que tu partages mon avis ou pas? Voilà. Ouais. Quelle est ta position par rapport à ça? Mais moi, j'ai eu la même impression que toi. C'est vrai que ça m'arrive régulièrement, pas tout le temps, régulièrement de croiser sur les réseaux sociaux ou parfois en présentiel des personnes qui travaillent dans l'image, alors pas que des coachs en image, parfois des coachs en image, mais aussi des gens qui travaillent dans l'image, et de me rendre compte qu'elles peuvent avoir des créations ou des conseils de qualité, mais elles-mêmes, ça m'est déjà arrivé. À l'inverse, je te donne un bon exemple. Juste récemment, j'étais à un événement d'entrepreneurs
Et là, à l'inverse, j'ai croisé une coach en images qui l'incarnait. Je lui ai dit tout de suite, et je lui ai dit, tu sais, c'est pas tous les jours que je croise des coachs en images qui l'incarnent vraiment sur eux. Toi, tu en fais partie, Myriam. Cette femme que j'avais croisée en faisait partie, mais je lui ai dit, tu sais, c'est pas toujours. Il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément alignés entre, en effet, ce qu'ils donnent et ce qu'ils incarnent. Et comment enfin, moi j'ai du mal un petit peu à comprendre dans ce cas-là, et là on est entre professionnels, je dirais, dans ce cas-là, comment, enfin, je sais pas, moi c'est comme si tu vas chez le dentiste, il t'ouvre la porte et il a les dents toutes noires, quoi, t'as envie de fuir. Donc je me dis, mais comment on peut, tu vois, parce que je veux dire, on est notre propre carte de visite, je peux pas dire qu'on se vend quelque part, mais dans une certaine mesure, visuellement en tout cas. Donc, comment tu peux expliquer cette posture? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des espèces d'œillères comme ça, hein? Toi, tu as utilisé le mot œillère, j'aime bien. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a derrière, à ton sens? Derrière, il est possible, alors je vais mettre des parenthèses dans ce que je vais dire, d'accord, parce que je ne suis pas à la place de ces personnes, donc moi j'imagine qu'il y a une difficulté à appliquer sur soi-même, et c'est ce qu'on se rend compte, en effet, on dit souvent le cordonnier est le plus mal chaussé, ça vient pas de nulle part, hein, c'est profond ce dicton-là. Moi, il ne me parle pas, parce que je trouve qu'un bon cordonnier, au contraire, je veux voir des belles chaussures. J'ai l'impression que tu partages. Ah ben, c'est évident, quoi. Enfin, je veux dire... Mais il parle ce dicton parle du nombre profonde chez les experts, qui est ce que l'expert a une capacité de miroir de ce qu'il transmet, ce qu'il met dans son expertise, est-ce qu'il se l'applique sur lui régulièrement? Pourquoi? Parce que, comme tu l'as dit, tous les êtres humains ont des œillères, ils ont du mal à se voir nous-mêmes, et c'est normal, c'est physiologique presque comme principe. Pourquoi? Parce que j'ai des yeux qui me permettent de voir Myriam, mais Myriam a des yeux qui permettent de voir Romain, mais pas de se voir elle-même, et moi, j'ai pas la capacité de me voir moi-même. Alors là, c'est un instant particulier parce qu'on a l'aide de la technologie, donc je me vois ici en image. Mais si j'étais dans une interaction dans la vraie vie avec toi, Myriam, je me verrais pas. Je verrais pas plein de détails sur moi, etc., que toi, tu vas voir. Et donc, on a ce principe physiologique déjà du fait qu'on ne se voit pas. On a besoin de miroir, on a besoin d'écran pour voir notre propre image. Eh ben, je vais prendre cette métaphore justement. On a besoin, en tant que conseiller en image, que des personnes qui travaillent sur leur image, de régulièrement faire appel à des êtres extérieurs qui ont des regards de faucons, qui ont des regards perçants, des regards de lynx, qui sont bienveillants pour pouvoir nous aider à voir ces zones d'ombre que nous, on voit pas sur nous-mêmes. Et ça, c'est à tous les niveaux. C'est au niveau de nos business, pour les entrepreneurs. Très, 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 très important. C'est une clé de survie, ça, absolue. C'est d'être dans des endroits avec des gens qui ont des pépites à nous offrir sur nos œillères, sur nos business, particulièrement. Mais pour toutes les personnes qui travaillent dans toutes les sphères, on a besoin de personnes bienveillantes qui osent nous dire et de nous oser leur demander qu'est-ce qu'ils voient de nous. Je te donne l'anecdote avant de passer la main. Je vais 2 fois par an au plus grand salon de la mode masculine qui s'appelle le Pitti Uomo. C'est la référence pour la mode masculine de qualité à l'international. On n'y retrouve pas Zara et H&M. On y retrouve... Non. Oh. Mais eux, ils doivent venir s'inspirer là-bas. On y retrouve les meilleures marques japonaises, italiennes, françaises, américaines, les plus grands souliers, les plus grands tailleurs, et ainsi de suite. Et là-bas, il y a les hommes les plus élégants du monde qui viennent représenter les grandes marques, des grands influenceurs, etc. Et moi, j'y vais depuis 5-6 ans, peut-être même un peu plus, je sais plus trop. Et j'y vais 2 fois par an. Et j'ai eu la chance de oser interviewer un peu ces hommes très élégants. Puis après, c'est devenu des connaissances. Puis après, c'est devenu des mentors et des amis. Et ces hommes-là, en fait, à chaque fois que j'y vais, je regarde bien comment ils me regardent. Quand je les croise, je vois déjà dans le regard, ils me zooment, ils me scannent comme ça, en 2 secondes. Et moi, je fais pareil. Hein. Pas que toi, Romain. Tout le monde fait ça là-bas, j'imagine. Tout le monde fait ça là-bas parce que tout le monde travaille là-dedans. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une ambiance très chaleureuse et pas l'ambiance de la mode qu'on imaginerait. Les gens se prennent dans les bras là-bas, etc. Mais ça n'empêche pas qu'on a des yeux montés sur rotule puisqu'on travaille dans l'image. Et donc, ils me scannent comme ça. Et moi, j'ose leur demander, alors, qu'est-ce que t'en penses? Et est-ce qu'il y a des choses
que tu peux m'apporter, que tu peux me faire un feedback, etc. Et ça, évidemment, pour l'ego, c'est pas évident. L'ego, il a peur de ça. Mais moi, j'aime bien aller à cet endroit-là parce que je sais que ça peut m'emmener plus loin. Et voilà. Et au-delà de ça, j'ai ma chérie chez moi qui est elle aussi. Alors, elle a travaillé dans l'image. Aujourd'hui, elle est plus dans la guidance pour des entrepreneurs et des leaders. Elle a des informations, des fulgurances qui lui viennent, elle les partage. Mais elle est aussi une sacrée experte en style. Et donc, moi, régulièrement, si ce n'est pas plusieurs fois par semaine, alors ma chérie, qu'est-ce que t'en penses de mon look aujourd'hui? Sincèrement. Et j'ai besoin d'avoir un regard extérieur parce que moi, je ne vois pas tout. Et plusieurs fois dans ma vie, des fois, j'ai revu des photos de mes tenues, par exemple du Petit Homo, et j'étais en mode, oh, c'est pas, ça c'est pas ouf, ça c'est pas ouf, c'est pas fou. Mais mon regard s'est développé. Nos regards se développent avec le temps. Bien sûr. Et puis tes goûts changent aussi, j'imagine. Et puis la mode change aussi, même si dans le côté sartorial, ça évolue beaucoup moins vite. Oui. Je comprends et j'adhère totalement, tu sais, parce que l'une des plus magiques consultantes en images américaines que j'admire, elle-même a vécu ça. Elle a vécu une vraie transformation. Tu vois, elle avait toujours été dans l'image. Et puis vers l'âge de... Elle a aujourd'hui près de 80 ans, hein, mais elle est magnifique. Ouais. Et elle est encore en fonction et ainsi de suite. Mais vers l'âge de 5, je sais pas quel âge elle devait avoir, 50, 60, en fait, ça cadrait plus, tu vois. Ouais. Ça cadrait plus. Et elle s'est faite conseiller et elle a été, mais alors aujourd'hui, elle a un look d'enfer, quoi. Donc je comprends. Après, ce que je me dis quand même, c'est que c'est quand même nos métiers. Donc, même si on peut avoir des points dans le noir, on est quand même à même de voir 90% de ce qui va pas. Mais on voit que certaines... Je serais moins généreux sur ce pourcentage. De ce que j'ai vu. Mais oui, à un certain niveau, en tout cas au niveau où toi tu es, Myriam, tu es certainement à 90%. Mais ça met du temps de monter ce curseur. Et alors, Romain, tu parlais de Petit Homo, tout ça. Est-ce que tu pourrais nous parler du côté masculin et du conseil en image? Voilà, comment les hommes considèrent-ils le conseil en image? Partage-nous un petit peu ton expérience là-dessus. Écoute, c'est vrai que c'est très différent. Moi, j'ai bien aimé au moment où tu as démarré notre échange. Tu as parlé des femmes et de peut-être ce besoin de séduction qu'il peut y avoir, alors que chez les hommes, c'est moins présent. Moi, j'aimerais juste reposer une base là-dessus parce que c'est un sujet qui est très sensible en plus à l'heure d'aujourd'hui. Il y a en effet une contrainte que moi je considère naturelle, mais qui est devenue culturelle, de la femme pour pérenniser, pour la survie de l'espèce, a un rôle au niveau de l'esthétique. C'est archaïque, c'est-à-dire l'homme est plus au niveau visuel dans ce qu'il attire, et la femme est plus au niveau d'un ressenti de sécurité, et aussi on dit qu'elle est plus sensible à ce qu'elle entend. Voilà. Donc les hommes seraient plus sensibles à ce qu'ils voient, pour voir des caractéristiques génétiques chez la femme qui vont permettre la survie de l'espèce. Et puis les femmes, elles vont plutôt avoir des caractéristiques de sentiment de sécurité qui sont également liées à la survie de l'espèce, qui peuvent être liées aussi à ce que l'on voit, notamment la force musculaire, etc., ce genre de choses. Évidemment, aujourd'hui, tout ça, ça a beaucoup évolué, mais c'est encore bien présent. On aimerait croire qu'on n'est pas des animaux en partie, mais on en est. On est aussi des mammifères, on a tendance à l'oublier. Tu voulais... Ouais. Et du coup, il y a en effet une culture qui se transmet de femme en femme, de génération en génération, à fais attention à ton image, parce que si tu fais pas attention à ton image, tu vas être invisible aux yeux des hommes, et donc tu ne vas pas pérenniser la lignée familiale. Ça, c'est ce qui se joue dans les coulisses de la psyché. Et pour les hommes, c'est sois un homme fort, sinon tu ne vas pas pérenniser la lignée. Et l'image, c'est pas grave, sois pas une femme, justement. Aïe. Et donc, c'est là que se jouent des œillères qui sont mises dès l'enfance pour les hommes concernant leur image. Et les femmes aussi ont des œillères pour ne pas trop voir le look des hommes. Mais ça,
c'est subtil, on va dire. Parce que dans la réalité, on a des yeux pour voir et on voit. Et donc, il y a aussi deux cadrans qui sont importants à voir, c'est qu'il y a des personnes qui sont sensibles à l'image, hommes comme femmes, parce qu'ils ont une nature esthétique, c'est ceux qui vont souvent travailler en lien avec la mode, la fashion, le design. Ce sont des gens, la photographie, des gens qui ont un œil pour l'harmonie visuelle des choses, l'harmonie des couleurs, des formes, etc. Ils ont un don pour ça. Et il y a l'autre partie de l'humanité qui est plus ou moins forte là-dessus, voire pas du tout. Et ce sont des personnes qui aussi donc vont avoir moins tendance à prendre soin de leur propre image, hommes comme femmes confondus. Donc il y a ces deux cadrans, hommes-femmes, éducation à l'image ou pas d'éducation à l'image, et il y a aussi nature et don naturel vers l'image ou pas. Oui. Donc ça c'est important à poser. Mais donc les hommes en effet ont eu beaucoup moins de culture et d'éducation à prendre soin de ce que l'on voit d'eux. Et donc moi dans ma manière de coacher les hommes, je vais plutôt aller les titiller sur la puissance. Est-ce qu'ils en sont à un niveau de puissance? Parce que ce qui intéresse l'homme, c'est la puissance. Est-ce qu'ils en sont à un niveau de puissance et d'impact suffisant? Et je leur explique à quel point l'image est un des éléments fondamentaux à l'impact et la puissance. C'est pour ça que les plus grandes stars, les plus grands politiciens le savent et l'utilisent et sont conseillés là-dessus. Donc moi, je vais plutôt attaquer les hommes à cet endroit-là pour qu'ils prennent conscience de l'importance de l'image. Je te rejoins totalement. Est-ce que tu crois pas aussi que chez les hommes, il y a, à côté de ce que tu as dit, qui est vraiment profond, hein, qui est vraiment génétique presque, hein, oui. Est-ce que tu crois pas que dans le quotidien, il y a aussi un souci d'efficacité? C'est-à-dire, moi, j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai pas, alors qu'une femme, elle essaye, elle se change. Enfin voilà, on est vraiment dans deux mondes différents. L'homme, c'est tac, 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 tac. Faut que ça aille vite. Je veux pas me poser de questions. Je veux le résultat. Mais voilà. Est-ce que tu joues quand même aussi là-dessus sur le côté, sur ce côté efficacité? À fond, je crois que tout conseiller et conseillère en image qui travaille avec des hommes doit savoir mettre cet élément en avant, c'est-à-dire une grande efficacité pour s'habiller le matin. Donc moi, j'ai souvent mis en avant cet élément-là quand je vends mes prestations de conseil en image. Efficacité. Voire même, moi, j'avais aussi parlé d'avoir une garde-robe minimaliste aussi, parce que les hommes, ils ont pas envie d'en avoir des plombs, enfin, d'en avoir plein, alors que les femmes, au contraire, elles veulent avoir beaucoup de choix. Dans une dynamique d'efficacité, ils veulent avoir moins de choix et donc ils veulent avoir moins de pièces, mais de bonne facture, pro et facile à choisir le matin. Donc ça, c'est un truc que je mettais en avant, c'était ma capacité à... Enfin, je dis au passé, mais c'est vrai que je le fais encore parfois. Hein. Donc, c'est de proposer une garde-robe versatile, facile à enfiler le matin, être habillé en moins d'une minute. C'est un truc que j'ai pas mal mis en avant. Et je pense que les conseillers et conseillères en image qui travaillent avec les hommes doivent le faire. Maintenant, c'est de faire comprendre aux hommes que... Alors moi, je sais m'habiller en une minute et être très, très magnétique. Mais plus le temps passe, plus je me rends compte que pour en arriver à un stade où les gens se retournent sur soi, là, c'est un stade encore supérieur. Et là, on doit rentrer dans ce que je t'avais parlé tout à l'heure, c'est l'art. C'est une forme carrément artistique d'expression. Et là, ça demande une connaissance plus poussée, d'avoir des garde-robes plus larges, en termes de, enfin plus grandes en termes de quantité, pour pouvoir jouer et trouver des harmonies que j'appellerais supérieures. On a besoin de pièces fortes, des pièces supérieures en termes de qualité, de wow, d'effet wow. Oui. Et on a besoin aussi de plus de choix pour justement choisir entre les meilleures pièces qui vont ensemble, de les assembler ensemble, fusion, et ça fait un effet, un cocktail explosif. Et quand les gens nous croisent dans la rue, ils se retournent. Romain, tu sais, par rapport à ce que tu as dit, ce que j'observe, et tu vois, c'est quelque chose auquel j'avais jamais pensé, mais tu es d'accord avec moi que la société se masculinise pas mal. En tout cas, on voit les femmes, hein, si tu regardes les dessins animés, enfin, je veux dire, les films, enfin, vraiment, c'est la guerre, quoi. Le combat, les nanas, c'est des mecs, quoi. Hein, le cross-training, le machin et tout ça. Et moi, ce que je remarque par rapport à ce qu'on a souligné sur l'efficacité, c'est que par manque de temps, on est tellement sollicité. Les femmes, avant, n'étaient jamais dans cette demande, mais maintenant, elles veulent aussi de l'efficacité. Tu vois ?
c'est bien le côté séduction, beauté, etc. Je veux le choix, mais Mhm. il faut de l'efficacité aussi maintenant. Ouais. Moi, je vais te parler cash, ça va parler à certains, peut-être que d'autres, ça va les crisper. Je suis désolé si ça vous crispe. Ce n'est que mon point de vue sur la réalité, ce n'est pas la vérité. Moi, quand tu me parles de masculinisation des femmes, je te dis aussi qu'il y a une féminisation des hommes en Oui, parallèle. c'est vrai. Tu as vraiment raison. Et en parallèle, il y a un autre mouvement que moi je trouve, et c'est là que ça va peut-être choquer certains, pour moi c'est délétère pour la société. C'est-à-dire c'est très négatif. Parce que on sort de nos polarités originelles dans lesquelles on est dans notre bien-être, dans notre alignement. Parce qu'il y a une expression vraiment naturelle et biologique, notamment la testostérone chez les hommes, les œstrogènes et progestérone chez les femmes, qui sont des expressions juste naturelles qui permettent de pérenniser l'espèce. Et dans ces hormones, il y a aussi des comportements, des manières d'être. Euh, et donc, notamment chez les hommes, ce besoin d'efficacité, de fermeté aussi, de capacité à cadrer, à protéger, qui est fondamental dans la société, à construire aussi. Nos bâtiments dans lesquels nous sommes, toi et moi, dans lesquels nous vivons, ont été construits à 99,x% par des hommes, parce qu'ils ont aussi cette testostérone et cette capacité musculaire qui est plus grande biologiquement que les femmes. Et ça, c'est hyper important. Et de l'autre côté, les femmes ont cette capacité à accueillir la vie en elles, extraordinaire, qui demande plein de qualités et liées aussi aux hormones, avec de la douceur, de l'écoute, peut-être un peu plus de lenteur que d'efficacité. Et aujourd'hui, on veut masculiniser, les femmes, parfois elles-mêmes veulent se masculiniser, les hommes veulent se féminiser pour rentrer dans cette nouvelle ère. Et je pense, et c'est très personnel, ceux qui veulent débattre avec moi, peut-être avec nous en commentaire, allez-y, faites-vous plaisir, on peut en discuter, hein. Moi je suis ouvert à en discuter. Moi je pense on commence à voir des limites dans la société aujourd'hui, et si ça continue comme ça, on va avoir de plus en plus de difficultés sociétales qui vont apparaître dues à ces mouvements-là. Et attention, disclaimer, avant de revenir, parce que tu as vu, je fais des pirouettes pas possibles avant de revenir sur la réponse. C'est mon fonctionnement en arborescence. Pas de souci. Mais tout ça pour dire aussi qu'il y a des personnes de tout temps dans la société qui se sont trouvées entre les deux, entre masculin et féminin, et ça c'est normal aussi. Hein. Et ces personnes, on a toujours besoin de leur trouver une place dans la société. Je parle pas de cas de figure qui sont minoritaires, mais je parle des hommes qui se sentent hommes et des femmes qui se sentent femmes. Et dans ces cadres-là, je pense il est sain de pousser cette sensation dans son expression naturelle. C'est ma croyance. Je dis pas que c'est une vérité. Et je pense que c'est important. Donc, là, mon message, du coup, pour les femmes, ce serait de dire, si vous vous sentez bien femme et que vous avez envie d'aller dans ce mouvement-là, eh bien, de prendre soin de cette belle féminité que, en tout cas, moi, en tant qu'homme, j'adore et que j'aime énormément. Et pour vous, les hommes aussi, vous avez une belle masculinité. Si vous avez envie de la pousser, allez-y, c'est une bonne chose. On n'a pas besoin de tomber dans le machisme. On n'a pas besoin de tomber dans une virilité exacerbée qui soit négative, mais en même temps, la virilité, elle a quelque chose de parfois un peu agressif ou un petit peu brut. Et ça fait partie de l'homme aussi. Et ça peut s'exprimer dans les vêtements également. Et une femme va être magnétisée aussi par un homme avec ce côté brut, avec des matières, avec justement quelqu'un peut-être qui s'est habillé rapidement mais efficacement. Et c'est attirant. Donc, juste pour dire que dans nos polarités, on est magnétique également. Merci Romain pour ce partage auquel je dois dire j'adhère à fond quoi. Mais voilà, c'est un autre débat comme tu dis, donc Ouais. on va pas s'éterniser dessus. Est-ce que tu pourrais nous parler de quelque chose que j'aime beaucoup et qui n'existe pas en fait véritablement pour la gente féminine, qui est ce sartorialisme. Moi, tu vois, je me disais si on pouvait avoir quelque chose d'équivalent pour les femmes, un mouvement comme ça, je trouverais ça génial. Donc, explique-nous, et c'est quelque chose dans lequel tu es, dans lequel tu baignes, auquel tu adhères. Donc, tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est, mais explique-nous ce que c'est, en quoi ça consiste, quelles en sont les valeurs, et où en est le sartorialisme aujourd'hui. Oui. Bah, ça vient du mot italien sartoria. Hein. La sartoria, c'est l'art tailleur. Donc, c'est l'art des artisans tailleurs, de ceux qui
confectionne des vêtements sur mesure. Savoir qu'en France, il y a 2 générations. En tout cas, mon grand-père, dans sa jeunesse, s'habillait quasiment exclusivement en costume. Mon arrière-grand-père encore plus, dès qu'il sortait de son travail et que c'était le dimanche, etc., qui sortait en société, on ne sortait que en vêtements sur mesure. Et pour les femmes aussi, les vêtements étaient confectionnés sur mesure. Alors on parle de sartorialisme aujourd'hui et ça touche plus les hommes parce que on parle plus de l'expression sartoriale au niveau du costume. Mais à l'origine, on parle d'art tailleur et les hommes comme les femmes avaient accès au couturier, à la couturière qui confectionnait sur mesure. Aujourd'hui, on a très peu de vêtements qui sont confectionnés sur mesure, quasiment exclusivement, ils sont confectionnés en prêt-à-porter parce que c'est plus pratique, parce que c'est la modernisation de la société. Le problème, enfin, il y a un avantage et un problème au prêt-à-porter. Avantage, c'est que du coup, c'est très facilement accessible immédiatement. Je peux l'acheter tout de suite, il est prêt. Mais inconvénient, c'est que ce sont dans des guides de taille et que mon corps est unique au monde et que ce guide de taille, c'est quoi? C'est un champ entre 5 et 6, 7 tailles pour toute l'humanité. Et donc, je vais pas me retrouver nickel dedans. Alors oui, il y a de ça. Donc, aujourd'hui, moi, c'est vrai que je m'inscris pas mal dans le mouvement sartorial qui essaie de promouvoir un retour aussi à aller faire des retouches et puis à aller voir les tailleurs parce que c'est une expérience qui est extraordinaire. Confectionner sur mesure des vêtements. Il faut savoir que c'est pas forcément accessible à une élite, que ça coûte très 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 cher. Alors évidemment, confectionner sur mesure, même avec une couturière locale, c'est un petit budget. Je pense que tout le monde peut se payer en tout cas des premiers vêtements faits sur mesure avec une couturière locale, avec des vêtements, avec des tissus qu'on trouve en seconde main. Ça peut représenter un petit budget. Hein. Moi, j'ai une couturière locale qui a des prix super chouettes. Elle m'avait confectionné une tenue, chemise et pantalon pour 100 €, donc 50 € la pièce. C'est quand même vachement. Tout le monde peut se payer ça. Hein. C'est le prix quasiment d'un vêtement en prêt-à-porter justement. Donc il y a autre chose de caché derrière le sartorialisme, c'est l'idée de moins suivre la mode, donc de moins suivre les tendances, mais de plus suivre ce qui est intemporel, ce qui a traversé le temps, ce qui était beau il y a 100 ans, qu'il l'est encore aujourd'hui. Et ça, c'est l'idée, moi, qui me plaît, parce que c'est une idée aussi minimaliste, c'est une idée qui est assez écologique, c'est une idée qu'il y a quelque chose qui traverse le temps. Moi, je trouve ça puissant. Voilà. Et mon style est assez imprégné de ça. Et puis, comme tu le disais aussi, Romain, il y a quelque chose d'artisanal, de fait main. Enfin, il y a une âme, quoi. Il y a une âme. C'est pas le vêtement fabriqué en Chine par des gens malheureux et qui sont dans la misère, quoi. C'est pas du tout la même énergie quelque part. Hein. Et puis moi, ce que je trouve aussi dans le sartorialisme, il y a une notion de respect, tu vois, de prendre soin, d'aller dans l'excellence. Oui. Enfin, qui sont des valeurs, je trouve, qui se perdent. Et c'est pour ça que je dis, mais pourquoi il n'y a que les hommes qui ont ça finalement, tu vois? Pourquoi nous, on n'a pas droit à ça? Pourquoi il n'existe pas quelque chose dans cette veine-là? Et en même temps, vous avez accès à une immense variété de motifs et de couleurs que nous, on n'a pas accès. Donc, il y a toujours, hein, tu sais, les avantages et les inconvénients des deux côtés. Oui. Mais je te rejoins. On est d'accord. Voilà, je vais me consoler avec ça, alors, Romain. Bien, écoute, on va bientôt conclure cet entretien. Je te remercie beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les raisons, les motivations de ton évolution qui font que tu es passé justement de l'image à aujourd'hui quelque chose de plus vaste, de plus énergétique et à la fois de plus comportemental, je dirais. Oui. Voilà, quel a été ton parcours? Écoute, je pense qu'on a tous des natures et des talents qui sont vraiment uniques. Et au sein d'une carrière, il va y avoir des évolutions. Moi, c'est vrai que j'ai des talents assez multiples. Et en fait, l'image, en effet, est une de ces choses que j'aime déployer. Et j'ai compris qu'en fait, derrière l'image, il y avait aussi aider les personnes dans leur puissance, à sentir qu'elles ont de l'impact. Et un impact qui se mesure, et notamment dans la sphère entrepreneuriale, parce que moi, je me sens vraiment entrepreneur dans l'âme. Dès que j'échange avec des entrepreneurs, j'adore, je peux parler des heures entrepreneuriat. Enfin, je trouve ça hyper stimulant, les gens qui portent ce projet par eux-mêmes,
qui ont ce courage qui est immense de porter ce projet et qui est très challengeant. J'ai des amis qui disent l'entrepreneuriat, c'est le chemin royal du développement personnel et spirituel. Moi, ça me parle beaucoup parce que c'est très confrontant. Voilà. Et donc, dans ce parcours-là entrepreneurial, je me suis rendu compte que moi, ce que j'aimais, encore plus au-delà de rendre quelqu'un sa beauté, ce qui est déjà une étape extraordinaire, j'avais envie d'aider cette personne aussi dans son parcours entrepreneurial, du coup, parce que j'avais beaucoup de stratégies, de choses que j'avais envie de partager. Aujourd'hui, c'est vrai que je fais quand même, je dirais, 80% d'accompagnement avec du business dedans et 20% avec quasiment exclusivement de l'image, quoi. Et donc j'aime aller au travers d'un spectre, aller toucher d'autres sujets, et je trouve ça très très riche. Mais ça, c'est mon parcours très personnel. Bien sûr. Voilà. Bah écoute, merci Clamaron. Merci. Merci. Mais merci Hoffman. Je sais pas, tu sais, j'étais en train de lire ton nom et on s'en coupera évidemment. Hein. Je sais pas pourquoi Ça marche aussi. Donc, je te remercie infiniment pour la richesse de ces échanges, Romain. Est-ce que tu as un mot de la... Ça me fait rire. Est-ce que tu as un mot de la fin, s'il te plaît? Est-ce que tu as envie de partager une info, une impression, une observation supplémentaire par rapport au peut-être à la phrase avec laquelle on a commencé cet entretien? Qu'est-ce qui fait la différence entre les personnes qui font qu'on se retourne sur elles ou pas? Oui, c'est d'avoir l'humilité dans son cheminement personnel, de travailler sur toutes les sphères. C'est bien de lire des livres, d'aller à des séminaires pour son développement personnel, de se renseigner, d'apprendre. C'est encore mieux d'avoir des personnes qui nous accompagnent sur les blessures qu'on a pu vivre, sur des schémas qu'on traîne, des relations toxiques qui se répètent dans nos vies. Ça, c'est hyper important. Et puis, il y a un niveau aussi plus subtil sur lequel vous pouvez travailler, qui va vous apprendre des choses sur vous extraordinaires. C'est aussi de travailler sur l'image. Donc, de faire un travail avec Myriam, de faire un travail avec moi, de faire un travail avec un conseiller, une conseillère en image que vous sentez bien et qui incarne ça. C'est-à-dire qu'il a travaillé pour lui ou elle-même. Vous allez apprendre des choses sur vous-même dont vous n'êtes pas prêt. C'est très précieux. C'est bien plus profond, en effet, que juste des vêtements. Ça en dit long sur notre rapport à nous-mêmes et ça nous permet de reprendre le respect pour soi, de le présenter aux autres, et donc les autres vont se mettre à vous respecter. Et là, ça va vous faire quelque chose de tout bizarre. C'est ce qui s'est passé le premier jour où j'ai porté un costume dans un aéroport pour rentrer d'Inde. Et à l'aller, j'étais invisible. Au retour en costume, j'étais visible. Et j'étais à l'aller considéré comme un jeune homme. Au retour, j'étais considéré comme un homme. Et ça, c'est quelque chose. Voilà pour la petite anecdote. Donc, ce rapport à l'image, il va vous offrir des choses au niveau social et il va vous offrir des choses profondes au niveau de votre développement personnel et spirituel. Voici le mot de la fin. Romain, et tu aurais pu dire professionnel aussi. Ouf, à fond. Et les opportunités professionnelles. Voilà. Super, Romain. Écoute, merci. C'était un super échange. N'hésitez pas, on a soulevé plein de sujets. Donc, dites-nous quelle est votre posture par rapport à tout cela. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, ça fait pas de mal du tout. Et plein de belles notes sur le podcast, ça nous encourage à continuer. Merci à toi, Romain, pour ce temps de partage. Merci à chacun. Merci, Myriam, pour l'invitation. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye.